J'avais Grégory, tu as fait la tournée des Grands-Ducs avant de venir sur la chaîne Arkham TV, c'est-à-dire Trick Track, Un monde de jeu. Ouais. Euh, Par contre, on nous dit qu'on nous entend pas. Ah, on entend Grégory, mais apparemment on ne t'entend pas toi. alors là, ça doit être, Avant de commencer. ouais, ça doit être mieux, ça doit être mieux. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, ça fait partie des petits soucis de démarrage, Greg, hein, surtout sur la chaîne. Alors, je tape un petit message. Bonjour à tous. Mon son est-il bon? Merci Lapinou. Alors, qui avons-nous en ligne? Patrick. Bonjour Patrick. De ton lit d'hôpital. Aïe, je suis navré. Donc, j'espère que c'est pas trop grave. Bonjour Phil. Bonjour Phil. Eh bien, je pense que c'est bon. Maintenant, vous me connaissez. J'ai toujours un problème sur le son. À chaque fois que je fais un direct, c'est quand même un peu casse-pied. Nous avons également Shinzu Noroshima, un très bon jeu Noroshima. Damien Bonardel, abonné et support, merci Damien. Et puis Lapinou également. Donc on est déjà une petite dizaine. C'est très sympathique d'être avec nous en ce dimanche matin. Alors j'ai un petit peu répété ce que j'ai dit parce qu'on ne m'entendait pas. Donc aujourd'hui nous sommes avec Grégory Privat, donc auteur de Bureau of Investigation, un jeu d'enquête sur Arkham. Et comme Grégory nous a mis un petit message en dessous du modeste test que nous avons fait sur ce jeu, eh bien, je l'ai contacté pour qu'il puisse peut-être répondre à nos questions. Et de façon fort sympathique, tu as accédé de prendre un petit peu de temps pour passer sur la chaîne Arkham TV, après être passé sur Trick Track, Un monde de jeu, et chez Linou, une chaîne un peu plus confidentielle en apéritif. Donc tu gardes le meilleur pour la fin, en quelque sorte. Hein. Je suis un peu préparé pour toi, quoi. Voilà, faut dire ce qui est. Fallait que je m'échauffe avant de venir ici. Parce que... Absolument, comme c'est gentil. Comme c'est gentil. Alors, Grégory, on va aborder cette vidéo sur le thème: est-il difficile de produire un jeu de société en France? Est-ce que c'est compliqué à faire? Est-ce que c'est compliqué à produire? Est-ce que c'est compliqué de trouver un auteur? Est-ce que ça coûte cher? Ce genre de petites questions. Au niveau de l'intérêt du jeu, je ne vais pas revenir sur le test. Si on est là tous les deux ce soir aujourd'hui, c'est parce que on l'a trouvé sympa et on vous le recommande, parce que bon, se retrouver avec un auteur où on n'a pas apprécié le jeu, on est à la limite du pervers. Donc je le fais pas pour l'instant. Donc on invite que les gens où on a apprécié la production. Sur Bureau of Investigation, eh bien, j'ai trouvé ça super. J'ai joué le deuxième scénario cette semaine. Et franchement, on a une production d'une grande qualité, une production Space Cowboy, on va y venir. Alors, ton actualité, Greg, juste un petit crochet, tu nous sors un Monopoly prochainement. Non, pas du tout. C'était pour le 1er avril. Là. Mais, c'était pour le 1er avril. Tu vois, ouais. j'ai pas saisi. Donc... Mais j'ai quand même tagué Hasbro des fois qu'ils se disent « Ah ben tiens, on va en ressortir un », sachant qu'il y en a déjà eu un de Monopoly Cthulhu. Alors je l'ai pas acheté, je l'ai pas vu en vrai, mais je l'ai vu sur Amazon. Et parce que du coup j'ai cherché si ça existait. Et il est à 150 € en ce moment, ce qui veut dire qu'il est en rupture de stock. Et ça a l'air assez moche quand même. Enfin non, c'est pas forcément moche, mais c'est... Faut pas que je dise du mal des productions d'Hasbro si je veux travailler pour eux. Bref, voilà. Non, ça a l'air d'être un très bon jeu, mais je pense qu'on peut faire mieux et je suis prêt à faire mieux aussi. Voilà. Mais non, à la base, c'est un poisson d'avril. Ah d'accord, tu vois, j'avais pas saisi, j'ai plongé. Alors, Bureau of Investigation, ce n'est pas ton premier jeu, tu as sorti un jeu qui s'appelle Bimbo, un jeu de rôle en 2014. Ouais, avec seulement mon nom dessus. Et puis après, j'ai travaillé aussi sur pas mal d'autres trucs. Le premier jeu sur lequel j'ai travaillé, c'était Hero Wars, qui deviendra HeroQuest, hein, et pas le HeroQuest en jeu de plateau, mais le HeroQuest en jeu de rôle. Donc ensuite, j'ai fait de la trad et de l'écriture sur plusieurs petits trucs de jeu de rôle. Et en fait, mais tous ces trucs, c'est des trucs à plusieurs mains. Et c'est... En jeu de rôle, c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire que tu as rarement un jeu avec un seul auteur. Et encore moins sur les suppléments, parce qu'après les suppléments, une fois qu'on a écrit un jeu, les suppléments, on a envie de travailler à plusieurs souvent, ou on n'a pas
on n'a pas le pouvoir de travailler seul, donc j'ai fait j'ai bossé sur pas mal de trucs. Et en jeu de plateau, j'ai fait beaucoup de relecture ergonomique, on va dire, ou de relecture technique au niveau du gameplay ou de l'ergonomie des règles, ce genre de choses, sur des Kickstarter ou des trucs comme ça. Voilà, là j'ai Planète Apocalypse. Alors non, ça c'est de la traduction, mais j'ai fait de la traduction aussi sur Tool Wars. Et en ergonomie, je travaillais sur Batman, sur des jeux comme ça, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, est-ce que Bimbo se vend toujours? Non, non, l'éditeur a fermé ses portes alors si, tu peux, j'avais un petit stock que j'ai récupéré quand l'éditeur a fermé ses portes justement, et tu peux en trouver à Jeux des cartes Bordeaux, si tu veux en acheter, mais c'est les derniers quoi. Et aussi peut-être dans le monde de l'occasion, mais je gagne plus rien dessus. Peut-être que sur Bimbo, tu es peut-être arrivé un poil en avance parce que le jeu de rôle revient en force depuis quelques années. Et peut-être que 2014, c'était juste un tout petit peu trop tôt. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté. Le jeu de rôle revient à fond, là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, mais non. Alors oui, le jeu de rôle revient, mais il revient depuis des années. Après, pour Bimbo, je sais que les ventes que j'ai faites à l'époque étaient de très bonnes ventes, et je vois là. Alors je vais pas citer les personnes parce que le but c'est pas de faire un concours d'ego ou de chiffres ou de quoi que ce soit d'autre. Euh, les ventes de Bimbo étaient meilleures que certains jeux qui sortent aujourd'hui et qui sont des succès, sont considérés comme des succès. Alors, je parle pas de Donjons et Dragons, hein, ça c'est à part, c'est un poids lourd. Oui. Mais au niveau du reste, je sais que par exemple, quand le jeu est sorti, j'avais discuté avec un éditeur à l'époque, et puis moi j'étais très déçu parce que je connaissais les, euh, les ventes des jeux dans les années 90, j'avais laissé un peu tomber. Et donc, l'éditeur m'a dit, bon, alors, ils ont bien ton jeu. J'ai dit, non, non, pas du tout. J'en ai fait, alors à l'époque, c'était 600 sur le premier mois. Et l'autre éditeur m'avait dit, mais c'est plus que mon tirage pour un jeu. Et au final, j'en ai vendu 4 ou 5 000. Enfin, j'en ai vendu. Mon éditeur en a vendu 4 ou 5 000. En gros, j'ai pu m'acheter un chouette vélo Specialized, une grosse boîte de peinture Game Workshop, la totale, les boîtes à 100 pots, là, enfin, ou 50 pots, j'en sais rien, Mhm. et payer quelques vacances à mes gamins. Bah, Donc, ouais, je pense que en tout, j'ai dû avoir 4 ou 5 000 ventes, bah, et c'est tu as bien. des jeux qui sortent aujourd'hui qui ont des tirages de 2000, ou même des romans qui ont des tirages de 2000. Donc, Oui, absolument, absolument. et tu vois, c'est pas. Je pense que c'est. Ouais, je sais pas. Alors, par contre, après, ce que j'avais fait à l'époque avec ce jeu, c'est que j'étais allé le présenter sur Trick Track, et que c'était le premier ou un des premiers jeux de rôle. Peut-être pas le premier jeu de rôle, mais je crois que c'était la première partie en direct sur Trick Track. Donc, j'avais un peu touché le monde du jeu de société, en plus du monde du jeu de rôle. Et un peu comme là, par exemple, pour Bureau of Investigation, comme je suis dans les deux univers, je suis aussi dans la figurine, mais c'est plus difficile de passer dans la figurine pour ces deux jeux, mais je suis allé aussi le présenter voilà, en fait, je connais des gens un peu partout, et je le montre un peu à tous les gens que ça pourrait intéresser. Donc, Bureau of Investigation, passer sur des chaînes de jeux de rôle, tu citais Linou, il y a eu Le Vieux Geek aussi. Et, euh, et voilà, parce que c'est un jeu qui est assez proche du jeu de rôle. Si c'était un jeu avec des figues partout, je serais plutôt allé sur des chaînes de jeux de figues, Bi- et j'aurais pris mes contacts là-dedans. Bien sûr. Alors, on a quelques questions sur le chat. Merci de les poser. Donc, Patrick nous dit, est-ce que c'est jouable en solo? Je pense qu'on a la réponse tous les deux. C'est évidemment jouable en solo, en dehors du fait que vous n'avez qu'une seule tête. Alors que moi, je conseille d'en avoir au moins deux ou trois, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Enfin, la première est facile, mais la deuxième, déjà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça un petit peu costaud. Et puis, on a une question de Shinzu Noroshima. Quels sont les retours des ventes? La boîte a-t-elle trouvé son public? Et les objectifs de vente sont-ils satisfaisants? Greg? Alors, j'ai pas de chiffre officiel d'Asmodée. Enfin, de Space Cowboys, c'est pareil.
Donc j'ai pas de chiffre officiel. Par contre, ce que j'ai appris là il y a 2-3 jours, c'est que j'étais numéro 2 des ventes hors carte Magic et ce genre de trucs. Carte Magic Pokémon. Donc en jeu de société en boîte, j'étais numéro 2 sur la boutique jeu des cartes à Bordeaux. J'ai été dans les sélections dans une vidéo où ils présentent que 6 ou 7 jeux sur tout ce qui est sorti dans le mois euh, à Toulouse. J'ai vu que sur Philibert, j'étais dans le top Top 8 des 10. ventes. Et si tu ne prenais pas en compte la carte promo pour l'Ukraine, pour Happy Cities, que je conseille aux gens d'acheter, et les autocollants pour Gloomhaven qui est en première place, donc en fait deux petites trucs Oui. annexes que les gens vont acheter en achetant autre chose ou dans des conditions particulières. Là, j'étais sixième des ventes sur Philibert. Donc j'ai l'impression que ça se vend bien. J'ai certaines boutiques qui m'ont dit qu'on leur avait dit que peut-être il y aurait une rupture, mais je suis pas sûr que ce soit vrai. Donc, enfin, c'est quelqu'un m'a dit que quelqu'un m'avait dit, donc je sais pas jusqu'à quel point C'est assez a valorisant pour un priori. auteur d'être en rupture, hein. C'est assez agréable d'être en rupture sur une Je sais pas, boutique. parce que Bah si, quand même. non. Ça dépend de à quelle vitesse tu peux. En fait, oui et non, parce que avec la situation actuelle, enfin, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, mais avec les problèmes sur le papier, sur les transports, sur tous ces trucs-là, est-ce que être en rupture, ça veut dire passer 3 mois en rupture? Et est-ce que ces 3 mois, soit les gens ils vont attendre et puis quand ça va revenir, ils vont acheter parce qu'ils en ont envie, etc. Alors on parle d'acheter des choses comme ça, parce que c'est le thème de l'émission, c'est pas forcément le thème de ma vie, de faire des ventes, mais c'est toujours bien. Euh, C'est toujours sympa. Mais donc la rupture, je suis pas certain que ça soit forcément bien, tu vois. C'est chouette, tu dis, waouh, c'est cool, mais en même temps, tu dis, ah mince. Et du coup, là, peut-être que d'autres personnes en voulaient. Et puis quand le jeu va être de nouveau dispo, bah, ils seront passés à autre chose, ils auront envie d'autre chose. C'est les gens consomment un peu, Ah, ils ça, c'est consomment même en sûr. avance avec les Kickstarter. Tu sais, Ah, je dis souvent que le premier plaisir d'un jeu, c'est de l'acheter, puis ensuite, à la limite, on y joue, mais on n'en est pas loin. Est-ce que je peux te demander, Grégory, à quel tirage quel est le montant du premier tirage de fédéral, enfin de Bureau of Investigation? Alors, tu peux 5 me le 000, 4 000, 3 demander. 000? Je ne sais pas du tout si je peux répondre. C'est beaucoup plus que ça et c'est tiré en fait pour être vendu un peu partout dans le monde. Donc, tu as tout un tas t'as plusieurs langues qui sont prévues et en cours de traduction. Tu as une première impression qui est en deux parties, mais on est plutôt dans. Je pense que tu peux. Je j'ai pas le chiffre exact, mais j'imagine qu'entre toutes les langues, on doit être sur un premier tirage ouais, on est plutôt dans du 30-40, un truc comme Ouais, ça. c'est un très très gros tirage, hein. Là, c'est un très très beau lancement. C'est une grosse maison en fait. Ouais. C'est Space Cowboys. Ils ont les moyens de faire moins de jeux et de les faire De les faire plus. mieux. Alors mieux, Ah si, oui. si, si, je confirme, Et, c'est mieux. Alors, je, et Philcas nous demande, Greg, si tu n'aurais pas un PDF à 10 euros. Bim. euh, pour Bimbo, Non, euh, pour moi j'ai l'autre. vu Ah si, pour pour Bimbo. Oui, Bimbo. t'as raison, c'est Non, pour c'est pas. Bimbo. Ouais. Effectivement. Oui, oui, je pourrais, mais ça prend du temps et j'ai Ah pas ouais. forcément. Enfin, j'ai les PDF et tout, mais le problème c'est que si je fais un PDF du jeu, il faut que je récupère des illustrations, ou alors je le mets qu'en texte et ça va intéresser personne parce que les gens veulent des images. Ouais, c'est compliqué. Oui, je pourrais, mais puis Mais il est taquin, le Phil, jeu, il a ne rencontré t'inquiète son pas. public, fallait le choper quand il était là, et puis Oui. trouver son occasion. Ouais, jeu des cartes Bordeaux. Absolument. Alors, si vous avez des questions à Greg, eh bien, comme la dernière fois avec Vincent, c'est le moment. Vous avez un auteur qui est sous le coude. Il ne peut pas s'enfuir. Il est là avec nous jusqu'à environ midi. Donc, si vous avez des interrogations sur les jeux, n'hésitez pas à poser une question sur le chat. Et je suis sûr que, pas trop indiscrète bien sûr, mais je suis sûr que Greg se fera un plaisir d'y répondre. Euh, alors, la genèse de Bureau of Investigation. Tu travailles sur ce projet depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. En fait, ça fait 5 ans que j'ai signé le contrat.
Donc oui, 5 ans, mais j'ai pas travaillé pendant 5 ans. Pendant ces 5 années, j'ai eu quelques événements privés, dont un divorce. J'ai dû gérer au moins un divorce. J'ai déménagé 5 fois. Ah, quand même. J'ai gardé le même employeur. Je rentrerai pas dans le détail, mais j'ai changé 3 fois de métier au sein du même employeur. Donc les déménagements, c'était pour me rapprocher de mes enfants. Donc ça fait beaucoup de temps où tu travailles pas, déjà ça. Ensuite, il y a la vraie vie, mon vrai boulot. Donc il reste des week-ends, des soirées, des matinées à travailler dessus, mais c'est pas 5 ans à temps plein. Par contre, c'est 5 ans de maturation. Et comme c'est un travail essentiellement d'écriture, c'est une des parties les plus importantes, c'est d'avoir Oui. des idées qui traînent, etc. Et il y a eu des week-ends de travail intensif où le week-end était réservé pour ça. Ça, c'était pour la création du départ des enquêtes et après la rédaction a pris énormément de temps parce que ça demande du temps et une fois que tu as finalement toute ta trame, tu vas découvrir ce qui se passe dans le paragraphe en l'écrivant, mais tu sais déjà ce que tu vas y mettre, donc c'est plus laborieux en fait, tu vois, au sens c'est plus un travail et c'est plus une torture. Enfin, Euh, euh, c'est Donc il y a eu beaucoup aussi de week-ends où je fermais tout, je disais non, je peux pas venir alors qu'on m'invitait à un week-end, je sais pas, à un truc ou un autre, et où je tournais autour du boulot et finalement je faisais rien, tu vois. Tu procrastinais, pour reprendre une expression que tu as utilisée Ouais, chez. tout à fait. Hein. Et si tu devais estimer le nombre d'heures que tu as passé sur ce jeu, est-ce que c'est Non, je suis faisable? incapable de te le Bah dire, oui, ouais. vraiment. Faire un jeu, c'est avant tout un plaisir. Tout le monde n'a pas la chance de peut-être tomber sur un Seven Wonder ou sur un Codename, mais est-ce que tu penses que c'est rentable? Déjà, tu as un jeu qui a du succès, c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est rentable au niveau nombre d'heures et le bénéfice à un moment donné que ça va te rapporter? Est-ce que financièrement ça vaut le coup? Ou alors c'est pour le plaisir d'être dans une boutique, d'être joué sur toutes les tables de salon de France et de Navarre? Alors, est-ce que c'est rentable? Alors faire du jeu de rôle, par exemple, je pense pas que ça le soit, sauf si t'as pas de, si t'habites dans un département où le loyer coûte rien ou que t'as déjà ta maison, en fait, le truc, c'est est-ce que, typiquement, avant ce jeu-là, un bimbo, tu vois, ça m'a fait en gros un 13e et un 14e mois sur 2 ans, tu vois. En fait, ça m'a fait 2 13e mois. Donc, clairement, c'était pas rentable. Ce jeu-ci, je pense que ça serait rentable si j'en faisais un tous les 2 3 mois et que les revenus après se mettaient les uns sur les autres. C'est rentable pour certains, mais faut sortir le bon truc, oui. Un Seven Wonder, faut sortir un machin. Et ensuite, c'est du temps de je sais pas. Oui, ici, c'est compliqué comme réponse. Ça dépend de tes besoins, de qu'est-ce que tu estimes être un bon salaire, tu vois. Est-ce que c'est le SMIC? Est-ce que c'est le SMIC que certains demandent à 2 000 euros? Est-ce que c'est 3 000 euros être, tu vois? En fait, je pense pas Difficile. que tu le fasses. Moi, je le fais pas par rapport à un esprit de Financier, hein, rentabilité. bien sûr. Non, Alors, je sais même pas pourquoi je le fais d'ailleurs. est-ce qu'il y a un auteur qui fait ça par esprit de rentabilité? Je pense pas que ce soit faisable. Il faut vraiment avoir la passion, avoir ça chevillé dans le corps. À mon avis, c'est un petit peu compliqué. Mais enfin, si le succès est là, c'est mieux. J'ai noté, Greg, que le prix était indiqué sur la boîte. C'est assez inhabituel pour un jeu. Pour quelle raison le prix est-il indiqué? Donc 39,90 €. C'est parce que alors c'est pareil pour tous les autres Sherlock Holmes normalement, et c'est parce que c'est de la TVA 5.5, donc c'est du livre en fait. Et quand tu ouvres, t'as pas de plateau, t'as que du Ah, papier, c'est et original. J'avais pas c'est pas pensé à une ça. boîte de jeu, en fait c'est un coffret. Euh, donc voilà, Je c'est juste comprends. une TVA livre, et donc tu dois afficher le prix, ça veut dire que le jeu il sera pas en solde à 50%, sauf si la boîte ferme et qu'il y a un truc comme ça. Ou je sais plus, il y a quelques conditions très rares dans lesquelles on peut solder les livres. Sinon, il n'y aurait pas des bouquinistes soldeurs.
Mais voilà, donc D'accord, ça c'est, j'avais pas pensé à ça en fait, que c'était perçu comme un livre. Tout à fait original. Alors, Shinzu Noroshima nous dit: c'est beaucoup trop tôt pour l'évoquer, mais je souhaite vraiment qu'il y ait une suite à cette boîte et des pistes sont-elles envisagées? alors une suite, ben, moi c'est si Space Cowboy me le demande, et puis ensuite oui j'ai déjà tout un tas d'enquêtes qui sont pas prêtes à 100%, mais où il manque en gros la rédaction, quoi, où tout le travail en amont est fait. Je, Donc, je, je donc oui. reviens un petit peu en arrière. Quand tu as signé un contrat chez Space Cowboy, est-ce que c'est toi qui les a contactés? Voilà, j'ai un projet, je voudrais adapter votre Sherlock Holmes. Donc, je rappelle, le jeu est inspiré du système Sherlock Holmes qui marche de longue date. Ou alors, est-ce que c'est les Space Cowboy qui t'ont contacté pour te dire, bah voilà, on a besoin de quelqu'un pour adapter ça. Est-ce que tu veux bien t'y coller? Alors, ni l'un ni l'autre, en fait, c'est Istari, qui était à l'époque l'éditeur de Sherlock Holmes, qui, euh, qui est venu me voir. Et en fait, il est venu me voir parce qu'on a. Alors, pour les gens qui veulent faire du jeu, c'est simple. J'ai été invité à l'anniversaire de Farid Ben Salem il y a genre 6 ans. Et là-bas, il y avait Cyril Demecq, qui était le patron, et qui est toujours d'ailleurs, je crois, le patron d'Istari. Et on a sympathisé, on a passé une bonne soirée, on a discuté ensuite, on a parlé à l'époque de faire un jeu en collaboration avec Sans Détour et qui à l'époque avait pas de soucis et qui était basé sur un jeu de figurines que j'avais fait qui s'appelait Assaut sur Innsmouth où tu rejouais en fait les combats à Innsmouth qui sont liés à la nouvelle. Donc ce jeu, en fait, de mon côté, j'avais fait une table de figurines, donc je suis figuriniste aussi, qui faisait 3-4 mètres de long et qui reproduisait la ville et tu te battais dedans. Et donc l'idée, c'est de faire un Kickstarter pour sortir ça en KS. Et finalement, ça s'est pas fait parce qu'à ce moment-là, on voyait pas trop comment faire les maisons et puis on n'a pas vraiment engagé le travail. Et un peu plus tard, en fait, c'est Cyril qui m'a contacté en me disant qu'il voulait faire un Sherlock Toulouse. C'était le nom à ce moment-là. Et qui m'a demandé si je voulais le faire. Et bah, je voulais pas, parce que je visualisais bien la quantité de travail que c'était. Et puis je voyais pas comment Sherlock pouvait s'adapter à Cthulhu au départ. Et puis il a un peu insisté. Et il m'a attaqué sur l'ego. Et du coup, j'ai dit oui. Et parce que voilà, je lui faisais confiance aussi, parce il avait sorti pas mal de jeux. Il était. S'il lui disait que je pouvais le faire, c'est qu'il devait avoir raison. Et voilà. Et donc c'est une commande en fait. Mais Bimbo aussi c'était une commande et à peu près tout ce que j'ai fait c'était des commandes. C'est-à-dire j'ai très peu démarché en fait. Par rapport au thème de l'émission, je me suis rarement retrouvé à proposer mes services à un éditeur en fait. En général, c'est les éditeurs qui me contactent depuis que je bosse dans le jeu. C'est agréable. Ouais, et puis c'est une chance quand je vois les gens qui galèrent avec des jeux qui sont très bien et puis ils trimballent leurs protos un peu partout. Et oui, la Moi, je concurrence pense est super dure. Alors, Dame51 nous demande d'où vient ton inspiration pour les scénarios et la mécanique de jeu. La mécanique de jeu, ça, je vais répondre avant toi, Greg, ça provient de la série de Sherlock Holmes que tu peux trouver Mhm. depuis des dizaines d'années. Mais ton inspiration pour les scénarios, comment tu as fait? Alors, l'inspiration pourrait. Alors, j'ai fait des études de philo. J'étais en fac de philo et j'ai repensé tout à l'heure et à cette question. Je me suis dit, tiens, on va peut-être me poser cette question. Et puis, en fait, en philo, on t'apprend deux choses. On t'apprend à réunir des sources, à étudier ce qui a déjà été écrit, tu vois, à connaître les auteurs qui sont passés là avant toi et à les analyser. Et on t'apprend à questionner la question. C'est-à-dire, si on te demande si le thème de ton truc, c'est qu'est-ce que le bien et le mal, tu vois, ou est-ce qu'il vaut mieux le bien et le mal, tu vas pas répondre à qu'est-ce qui est le mieux, le bien et le mal. Tu vas réfléchir à tous ceux qui sont passés avant toi et qui ont parlé du bien et du mal, et tu vas te demander pourquoi on te demande qu'est-ce qui est le mieux entre le bien et le mal. Pourquoi est-ce que cette question existe? Est-ce que cette question est légitime?
Si elle est légitime, quelles sont ses sources? Si elle n'est pas légitime, pourquoi des gens la posent quand même? Et ainsi de suite. Tu vois, tu as questionné la question. Et donc, au niveau des enquêtes, en fait, c'est un peu le même processus. C'est-à-dire que pour Bureau of Investigation, donc ça se passait dans l'univers de Lovecraft, plus que dans l'univers de l'Appel de Cthulhu, de Arkham, d'horreur Arkham, et de ce genre de version de Cthulhu, c'était vraiment dans les nouvelles. Donc, de la ressource, donc j'ai relu Lovecraft, j'ai relu Lovecraft en VO, j'ai lu des super bouquins, alors je les ai pas là juste à côté, sinon j'aurais montré. Ils sont dans une autre pièce, mais avec des tonnes de commentaires. C'est des œuvres complètes de Lovecraft en anglais, mais avec la moitié des volumes, c'est du commentaire et des choses comme ça. Donc ça a été le travail de renseignement sur le jeu. Et ensuite, pour les enquêtes, alors ça dépend des enquêtes. Il y en a qui partent de la fin, il y en a qui partent d'une idée assez vague. Et ça part un peu dans tous les sens. Et ça part aussi de ce qui s'est passé avant. Et chaque enquête va permettre de trouver un nouveau thème. La première, par exemple, c'est bon, ben tiens, je vais faire la première va être assez proche de Sherlock. Ça, pour faire la transition, parce qu'il allait y avoir des gens qui venaient de l'univers de Sherlock. Euh, donc le visage, mais donc ça va être, allez, on va dire un meurtre, mais donc je vais pas spoiler, hein. Non. Mais du coup, un meurtre, pourquoi un meurtre? Est-ce que c'est vraiment si bizarre? Non, c'est pas si bizarre. C'est pas. Donc on va en faire trois en fait, et puis les trois, ça sera la même personne, c'est-à-dire à la morgue, on va se retrouver avec trois individus strictement identiques. Mais alors pourquoi est-ce que ces trois individus sont morts? D'où est-ce qu'ils viennent? À quoi ils servaient? Et ainsi de suite. Et là, tu te mets à questionner la question et tu questionnes les réponses que tu trouves et t'enchaînes. Alors tu remplis des murs de post-it. Moi, je travaille debout pour cette phase-là, plutôt debout en écrivant sur les murs. T'invites un pote pour qu'il vienne et puis pour que tu lui racontes les trucs au fur et à mesure. Donc là, c'est Vincent Lelafchef qui est dans les remerciements, en fait, qui m'a aidé sur cette phase-là, en fait, ne serait-ce qu'en venant, en prenant, c'est lui qui prenait les notes sur ce que je racontais. Et en fait, je racontais mes idées, je voyais sa tête, et puis s'il avait l'air de s'ennuyer, ben, je passais à autre chose, et ainsi de suite. Et pour qu'il y ait un dialogue aussi. D'accord. Pour pas bloquer. Donc voilà d'où viennent les idées, comment tu les travailles. Je sais pas si j'ai répondu. Assez largement, sans aucun doute. Est-ce que, question de Phil Cass, est-ce que tu connaissais Arkham JCE? On peut te poser la question sur cette chaîne-là. Alors, je le connaissais avant tout le monde. Pourquoi? En fait, parce que quand j'ai commencé à bosser alors, je connaissais avant tout le monde. Au tout début, en fait, il y a Croc qui m'a dit, oh, il y a ça qui était à Essen. C'était vachement bien, faut que tu essayes. Tu vois, ça pourrait te plaire. Et donc, il avait ramené le prototype avec juste la première enquête de la boîte de base. Ouais. Et il me l'a confié pendant un week-end. J'ai joué, j'ai trouvé ça super chouette, sauf que je devais bosser sur Bureau of Investigation. Et je ne voulais pas m'interdire de ressortir les mêmes thèmes que ce qu'il aurait pu y avoir dans les enquêtes de Arkham JCE. Et je voulais pas non plus copier, tu vois. Donc je voulais pas m'interdire des trucs parce que ça aurait été dans le jeu de cartes et je voulais pas copier le jeu de cartes. Donc je me suis dit, bon, mais et puis en plus, je voulais mettre tout mon temps de travail sur l'écriture du jeu, donc je voulais pas les jouer. Donc j'ai acheté tout ce qui est sorti sur ce jeu, mais je n'ai rien joué. Ah Donc là, bon? j'ai toutes les extensions, j'ai tous les decks, j'ai Ah, tout. c'est incroyable. Et je n'ai joué que la première enquête et je l'ai joué sur un prototype du jeu qui était la première version. Alors je sais pas si c'était en français, ça devait être le prototype en français, mais je suis pas sûr, ou en anglais, je sais même plus. C'est assez Donc inédit. j'ai joué la première enquête sur le prototype. Ensuite, j'ai tout acheté en espérant pouvoir le jouer plus tard. Et là, maintenant, je devrais pouvoir enfin le jouer. Et en gros, il y a la nouvelle boîte de base qui vient de sortir là.
Et il semble que les règles soient plus claires. Alors, je sais pas si je vais essayer de choper. Je voudrais choper le bouquin de règles de la nouvelle version pour commencer du bon pied, mais en jouant avec ma version. Parce qu'a priori, le matos, c'est le même dans la boîte de base. Tu vas Oui, pouvoir me le dire. absolument, absolument. Euh, Alors c'est vrai que mais les règles, c'est un gros morceau, hein. Elles sont mieux réécrites, je te confirme, Greg, c'est c'est bien le cas. Tu es sur la bonne en chaîne. Donc, plus, eh bien, donc tu connaissais un petit peu avant tout le monde Arkham JCE. Ouais, c'était en voilà. Donc, j'ai 2016. une grande C'était. attente sur ce Mhm. jeu. Enfin, moi, la première partie, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai quand même, ouais, j'ai tout acheté. J'ai tu sais, les longues boîtes là d'extension. Ah Enfin, oui. oui, forcément, tu sais. Ah, t'es quand même Euh, assez incroyable, hein, parce que pour tout acheter sans y avoir joué, c'est quand même assez inédit. Mais enfin, t'avais du boulot, J'ai hein. j'ai joué la première enquête. Après, alors j'espère ne pas être déçu, mais bah, tu vois, la plupart des boîtes sont sous. D'ailleurs, tout est même pas ouvert parce que je les ai pas ouvertes pour regarder à quoi ressemblaient les cartes parce que je voulais pas me spoiler. Je sais pas si c'est spoilant. C'est quand même deux jeux différents, hein. Il y a pas de doute là-dessus. Je pense que tu peux faire l'un sans déborder sur l'autre, de mon point de vue, hein. Alors là, tu as abordé un petit, au fur et à mesure de ta réponse, donc tu as parlé de Croc. Donc Croc, quand même, un monument dans l'histoire de jeu, ce sont les Space Cowboys. On va juste un instant parler des Space Cowboys. Donc moi, je connais deux, enfin les deux plus médiatisés, Sébastien Pochon et Croc. Et Croc ayant un humour un petit peu en brousse-poil très agréable, hein, il est parfois un petit peu rentre dedans. Classique. C'est super sympa. Donc, c'est super, ça doit être super sympa de travailler avec une boîte comme Space Cowboy. Ou alors ils sont un peu exigeants ou trop exigeants. Est-ce que c'est difficile de travailler avec Croc parce que il sait ce qu'il veut quand même comme gars, hein. Non, non, c'est. Alors, je vais dire que du mal sur lui, c'était horrible, tout ça. Non, c'est pas vrai. Euh, Alors, c'est marrant parce qu'en fait, Croc, on s'était croisé avant. Et notamment la première fois, c'était pas forcément super bien passé. La première fois, donc c'était au moment de Hero Wars et des suppléments que j'avais fait pour Hero Wars. Et Hero Wars, c'était chez Multisim. Et Multisim, c'était un petit peu l'ennemi à l'époque. Et j'habitais à Limoges à cette époque-là. Et j'étais dans le club, la compagnie. Mince, c'était pas les Chevaliers Gris. Quelque chose qui était gris, comme Limoges. Euh, C'était un ancien club de croc. Et donc, je me retrouve au monde du jeu. Ça n'existe plus maintenant, le monde du jeu. Je vais au monde du jeu pour vendre mon truc. J'ai un joli badge, hein, sur mon t-shirt avec écrit dessus. Je viens de le dire, aide-moi. L'éditeur de. Un monde de Mince. jeu. Non, non, l'éditeur de Hero Wars, tout ça, l'ennemi juré d'Asmodée à l'époque. Enfin, ils s'aimaient pas trop. Multisim. Donc j'avais mon badge multisim et il y avait des copains du club la compagnie grise c'était qui qui m'avait dit ah ben dis bonjour à Croc de notre part parce que c'était un ancien membre du club et donc je suis allé voir Croc avec mon badge multisim sans savoir qu'il y avait des Un problèmes historique. entre multisim et machin parce qu'il y avait pas YouTube, il y avait pas toutes les émissions où Croc a pu en parler. Et du coup, je suis allé le voir, moi, tout gentil, et pour lui dire bonjour de la part des copains de son club. Et il m'a bien ignoré, il m'a bien renvoyé dans mes buts. Et, euh, et du coup, ça s'est très mal passé. Donc ça, c'était le premier contact. Et puis, il y en a eu un ou deux, mais très informels, où je l'ai croisé dans les allées aux fiches, tout ça. Donc, mais là, j'étais en mode fanboy. Oh, bonjour, j'adore ce que vous faites. Et en fait, là, on avait réussi, on s'était vu un peu plus, en fait, à l'ISART. Donc, l'ISART, c'est une école de jeu, une école de game. Enfin, il y a des cours de game design en jeu de société. À la base, je pense que c'est plus basé sur le jeu vidéo. Et ils ont un concours de création de jeux de société par les élèves. Et j'avais été jury à cette époque. J'avais fait partie du jury avec Croc. Et donc là, on avait passé un petit peu plus de temps ensemble. Et quand je me suis retrouvé chez Space Cowboy, en fait, la première réunion, euh, en fait, c'était assez rigolo parce que j'étais pas trop sûr de moi. Donc en gros, il y avait Cyril, il y avait Philippe Croc et moi.
et peut-être une autre personne, je suis pas certain. Je suis désolé pour elle de l'avoir oublié. Et, euh, et en gros, c'était bon, mais on va faire un bon truc. Ça va avancer, etc. C'est un chouette projet. Puis moi, j'avais dit, c'est ce que disait Cyril, un truc dans le genre, et je lui avais dit, bah, t'es bien le seul à le croire, c'est-à-dire à croire que je suis capable d'aller jusqu'au bout. Et là, il y avait Croc qui avait juste dit, il s'était tu pendant toute la réunion. Il avait dit, non, non, c'est pas le seul. Et donc ça, c'était vraiment cool. Et puis après, au niveau du travail, oui, c'est un gros bosseur. C'est quelqu'un d'hyper humble. C'est-à-dire à aucun moment il est arrivé en mode, tu vois, Je suis pas je trop. sais Ouais. tout, tu vas faire comme ça, comme ça. Enfin, il est vraiment à l'écoute. Après, quand il a une idée ou une opinion, il la défend bien. Il est très observateur, assez silencieux, tu vois. Justement, on le voit comme quelqu'un avec de la gouaille dans les interviews, C'est etc. juste. Mais dans les réunions, il va être silencieux. Puis à un moment donné, il va dire non, ça c'est une mauvaise idée, tu vois. Quand tu explores des pistes, par exemple sur la santé mentale, au début je savais pas, mais on est vraiment avant que j'ai écrit la première ligne de jeu. On se demandait si on faisait un système de santé mentale, etc. Puis lui avait dit non, non, il faut pas rajouter de règles là-dessus. Et, euh, et parce que il faut que ça reste simple, il faut que les gens continuent à jouer sans avoir des trucs à gérer à côté. C'est un jeu qui se passe finalement dans C'est la assez suite des jeux. sympa, ouais. Y a rien. Point. On Et lit, on s'assoit, on lit. C'est assez agréable. voilà. Surtout pour les joueurs d'Arkham. Comme tu le sais, la Mm. préparation d'une partie d'Arkham, c'est assez long. Ouais. Et le rangement aussi. Et parfois, revenir à de la simplicité, c'est super agréable, hein. Bon, bah écoute, on salue Croc Voilà. si, Et s'il est dans les parages. Bon, un vieux monsieur du monde du jeu, hein. Je vais pas raconter l'histoire, ouais. bitume, etc. Mais moi, je l'aime bien le voir sur Trick Track. Il y est de temps en temps, mais pas souvent. Il y était la dernière fois avec toi pour défendre le beefsteak. Et c'est très sympa. Alors, question de Dame 51. Quelle nouvelle de Lovecraft préfères-tu? Waouh. De façon concise. De façon concise, celle que j'ai le plus lue, c'est Innsmouth, parce que j'ai travaillé dessus. Celle que je préfère, j'en sais rien du tout. Le cycle de Carter, j'aime bien. Ah, donc, les contrées du rêve, alors, J'ai d'accord. chuchoté dans les... Ah, il y a le monstre sur le... Non, je les aime toutes en fait. Euh, J'aime beaucoup allez, pour une qui est pas connue. Alors j'ai plus le nom, mais c'est un étudiant dans un lycée qui se retrouve coincé derrière un miroir. C'est écrit à quatre mains avec un autre auteur. Mais en fait, c'est Lovecraft qui a quasiment tout écrit. Et quand il ressort, il est gaucher, alors quand il était rentré, il était droitier. Ça, c'est très chouette. Non, mais en fait, j'en sais rien, j'en ai pas de préféré. Euh, L'affaire Charles non, Dexter c'est Ward. impossible. Allez, faut en donner une. Les montagnes hallucinées ou alors Conspiration, Innsmouth. Non, mais Innsmouth, c'est bien en fait. Les montagnes hallucinées, moins. Et c'était quoi? Dunwich. Dunwich, c'est très bien aussi. Oui, J'en effectivement. sais rien. Et les premières, c'est celle du recueil de Dagon. Donc il y a en mémoire, parce que je l'ai pas relu celle-là depuis un moment, mais il y avait Herbert West, réanimateur, qui est en fait très mauvais, mais qui m'a laissé plein de souvenirs parce que c'était mon premier contact. Et j'étais vraiment gamin Et qui a été adapté au et c'est cinéma, dégueu. hein. Mais elle est assez mauvaise quand même. Alors, euh, je change un petit peu de sujet, Greg. Est-ce que, donc on a une très belle boîte, je vais essayer de la montrer à l'écran, la voici. Une boîte vraiment une très très belle qualité d'édition, c'est l'Espace Cowboy, hein. Quand ils font un truc, ils le font bien. On peut le dire ici. Les Unlock, la qualité ne varie pas d'un poil. Enfin, moi je suis fan, hein, de leur production, c'est toujours très très bien fait. Donc on a une belle boîte bien cartonnée, bien solide, bien dur, avec une magnifique illustration. Le dessinateur n'est pas indiqué sur la boîte. Est-ce que c'est toi qui as tout fait ou alors est-ce que tu as quelqu'un qui a fait l'illustration de la boîte? Elle est magnifique cette boîte. Alors, non, pour ce qui est de la couverture, c'est Pascal Quido qui a fait tout le fond enfin, qui a fait l'illustration de la boîte, sauf le badge. Le badge, c'est moi qui avais récupéré un badge de l'époque du BOI, parce que le BOI a vraiment Ouais, existé. j'ai retrouvé la photo Euh, aussi, ouais. mais ça a été retravaillé, numérisé, redessiné, réombré pour que ça soit chouette et que ça aille avec le reste par quelqu'un d'autre qui est René René Aigné. Aigné. Voilà. Et au niveau des illustrations intérieures,
Donc on a René Aigné que j'ai jamais rencontré et Bernard Bittler, avec qui j'ai Absolument. travaillé plus étroitement parce que c'est lui qui a fait les illustrations de l'affaire Spartacus. Et que là, les illustrations sont aussi des indices et des éléments d'enquête. Donc c'était autant sur le reste, c'était de l'illustration qui est là pour illustrer. Autant dans l'affaire Spartacus, les illustrations sont un élément de jeu. Et donc, il fallait une. Alors, ça veut pas dire que les autres illustrations sont pourries, etc. Mais ça veut dire que dans les autres, l'illustrateur pouvait laisser parler sa fibre artistique, etc. Il y avait quelques. Et pour certaines illustrations, pour la plupart des enquêtes, c'est même pas moi qui les ai commandées. C'est-à-dire, j'ai insisté sur l'anneau qu'on trouve. Ça spoil pas, mais l'anneau qui est au début de la première enquête. Parce que là, j'avais Mhm. demandé à ce que ça soit refait parce que ce qui avait été fait ne correspondait pas. Et sur la statue qui est perdue au début de la deuxième enquête, pareil, là je suis intervenu, mais et sur une photo de mariage aussi. Mais tout le reste, en fait, c'est l'éditeur, l'éditrice, enfin la chef de projet, et le dessinateur qui ont travaillé ensemble sans que j'intervienne. Par D'accord. contre, voilà, sur l'affaire Spartacus, c'était avec Bernard Bittler, on a passé des heures au téléphone, on s'est renvoyé plein de mails, on a échangé ils m'ont envoyé les croquis avant le travail et ainsi de suite pour que ça colle, quoi. D'accord. Donc, j'ai vraiment embêté. Sur Voilà. l'une des vidéos que j'ai faites, une vidéo qui parle de pigeons, eh bien, on m'a reproché à moi, Largo, de ne pas avoir bien estimé, eh bien, le coût de fabrication du jeu. Alors, je profite que tu es là. Grégory, au niveau coût de fabrication en lui-même, hors transport, ou peut-être que tu peux inclure le transport aussi si ça vient de Chine, je ne sais pas. Mais cette belle boîte, sur 36 euros hors taxe, prix de vente 36 euros hors taxe, 39. combien ça coûte à produire? Je n'en sais rien. Du tout. Je sais ce que j'ai entendu d'autres raconter. Donc, Cyril Demeg explique et en gros, en simplifiant, tu divises le prix par deux et là, tu as le prix auquel la boutique va l'acheter. Tu divises par deux, tu as le prix auquel le distributeur va l'acheter. Alors, quand le distributeur et l'éditeur, ben, je sais pas comment ça marche. Donc ça et ensuite tu divises par deux et tu as le prix du matériel. Ce que je sais, c'est que par rapport au matos qui était dans la boîte, il y a eu un moment de doute au niveau de l'équipe qui s'occupe de la production. Alors en plus, Asmodée Space Cowboy, c'est une très très grosse boîte. Oui. Donc tu as un service trésorerie, tu as un service production, tu as un service marketing, tu as un service ceci, cela. C'est au niveau créateur, en fait, tu parles avec ton chef de projet en création, mais tu parles pas forcément avec tous les autres éléments de la boîte. Euh, donc tu sais moins de choses que quand tu travailles avec un éditeur de jeux de rôle où en gros il y a le patron, le PDG de la boîte et puis Oui. 4 ou 5 personnes qui travaillent avec lui pour les gros éditeurs de jeux de rôle, voire même une seule personne ou deux pour la plupart des éditeurs. Donc là tu peux avoir plus de renseignements, tu peux demander entre deux pressions, combien coûte le jeu et ainsi de suite. Là, c'est beaucoup plus dur à savoir. Mais en Je gros, comprends. il y a une division comme ça D'accord. et, euh, et il y a une division supplémentaire là-dessus pour ma part, puisqu'il y a la moitié des droits d'auteur qui sont reversés à Suzanne Goldberg. Gary Grady est décédé et qui est une des autrices, qui est une autrice originale enfin, une autrice du jeu original, Sherlock. Ah bah, c'était une question que je voulais te poser, oui. Effectivement. Alors, Philcast nous dit, grosso modo, pour avoir le prix de fabrication d'un jeu, on divise par 6. Alors, est-ce qu'on divise par Ouais, 6 leur taxe ou le TTC? Je ne sais pas, mais ça correspond à ce que j'ai dit, hein. C'est-à-dire là, d'accord. tu divises par deux, c'est la part comment ça s'appelle, de la boutique. Tu divises par deux, c'est comment ça s'appelle, le distributeur, et tu redivises par deux, donc tu en es à 6 et là tu D'accord. as les coûts de fabrication. Sachant que par exemple, tu vois, quand ils l'ont sorti, les remerciements qui sont au dos Oui. du livret, normalement ils étaient à l'intérieur, mais quand ils ont vu tout le matos qu'il fallait mettre dans l'enveloppe de l'enquête 4 et ainsi de suite, par rapport à leur budget et pour la fabrication et aux revenus qu'ils attendent d'un jeu comme ça et ainsi de suite, le jeu coûtait trop cher en fait.
et il voulait pas augmenter le prix, donc il voulait enlever des choses dans le truc. Au final, il n'y a aucun matériel de jeu qui a été supprimé. Il y a Croc qui avait dit que c'était hors de question de faire ça. Et il y a eu je pense qu'il y a eu il y a eu un petit moment de latence au niveau de la production, alors, parce que le coût de papier était plus cher, etc. Ils ont trouvé certaines astuces, comme de réduire par exemple la pagination du livret de règles, sachant que quand tu regardes le livret de règles, tu n'en aperçois pas, quoi. Enfin, tu regardes le livret de règles, tu n'es pas au courant. Non. Il a l'air tout à fait normal. Mais en gros, voilà, tu vois, là, sur la dernière page, il n'y avait rien et les remerciements étaient ici. Donc, en fait, et pareil, sur la couve, là, tu n'avais rien. Donc, les règles commençaient vraiment sur cette page, enfin. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, effectivement. Donc, ils ont réussi à faire. Alors, ils ont fait des économies pour un jeu comme ça. Et au poids, franchement, il est pas cher. Non, le jeu n'est pas cher, je l'ai dit sur le test et je trouve, je confirme, hein, par rapport aux efforts qui ont dû être menés pour produire ces 5 enquêtes. Hein. Est-ce qu'on peut estimer le prix qui revient à l'auteur, qui pour moi est la personne principale? Alors moi je dis, moi en tant que Largo, qui suis un joueur lambda qui joue dans mon salon comme vous tous ici, eh bien j'estime que l'auteur sur ce type de boîte devrait toucher entre 5 et 10 euros. Ça c'est mon estimation à moi. Donc, Alors, c'est à peu près ce que touche si tu refais ta division par 6. oui, alors ça va pas. Je me suis trompé. C'est-à-dire que même avec moi plus l'éditeur, je sais pas si on touche ça. Attends, Ah oui, d'accord. 6, 36, 6. S'il faut, allez, et sinon, ça fait un jeu à 60 euros pour que moi plus l'éditeur, on touche tout cet argent. Donc non, hein, je pense que ceux qui veulent acheter le jeu pour me faire plaisir parce qu'ils m'aiment bien, il vaut mieux qu'ils m'envoient qu'ils me fassent un virement PayPal de 2 euros et puis. Je mettrai l'adresse en dessous de la vidéo. Mais pas de souci. voilà, quitter les gens. Alors c'est en dessous de 5 euros, alors on n'ira pas plus. Alors, hein, moi je veux pas donner de chiffres indiscrets, hein, c'est toi qui. Mais non, alors j'ai pas calculé. Alors le truc, c'est qu'il y a différentes façons de calculer ce que tu touches par boîte. Et en plus, ça évolue avec le temps et le nombre de boîtes qui sortent. Donc, tu peux toucher de l'argent en fait quand ton jeu va être vendu à un autre pays et que cet autre pays s'occupe de tout faire, Oui. qu'ils produisent eux-mêmes le jeu et ainsi de suite. En gros, il y a une licence et sur la licence que va toucher Asmodée, tu vas toucher un pourcentage de cette licence. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, donc je veux pas dire de bêtises, mais c'est entre 30 et 40%, un truc comme ça. C'est-à-dire le jeu, là, par exemple, je sais pas, moi, tiens, la Corée du Nord décide de sortir le jeu, on va prendre un truc improbable, comme ça. Et ben, ils vont fabriquer le jeu eux-mêmes, donc ils disent, ben, on vous file tant d'argent, et moi, je vais toucher une grosse part là-dessus. Sauf que en général, c'est une grosse part, mais c'est un gros pourcentage, mais pas sur beaucoup d'argent. Parce que ça va être en gros les quelques pourcentages d'auteurs qui vont être divisés entre moi et l'éditeur. Donc ça fait une grosse somme qui tombe d'un coup, mais finalement, c'est pas énorme par rapport à des ventes. Donc il y a ce mode de rémunération-là. Ensuite, suivant les marchés, tu vas vendre soit aux boutiques, soit aux distributeurs. En France, tu vends aux boutiques. En France, les boîtes sont vendues aux boutiques, alors que de ce que j'ai compris pour les États-Unis, Amérique du Nord même peut-être, alors je sais pas si c'est bon pour le Canada ou pas, le jeu est vendu aux distributeurs, et voire aux distributeurs. Alors je sais pas comment ça marche exactement là non plus. J'ai pas eu encore de rapport de vente et de fiches qui me disent combien de jeux ont été vendus à tel endroit et ainsi de suite. Mais si tu vends au distributeur, c'est pas pareil que si tu vendais aux boutiques, tu vois. Et le pourcentage varie en plus suivant les pays. Donc c'est assez compliqué, mais ce qu'il faut voir là, c'est qu'il y a plein de façons de vendre le jeu différents et que finalement un jeu vendu aux États-Unis au même prix va pas te rapporter la même chose qu'un jeu vendu en France et que le pourcentage sera pas calculé pareil.
Donc je sais que par exemple le pourcentage pour les États-Unis ça va être moins, mais comme on vend pas à la personne, ça double le pourcentage et du coup c'est la même chose voire mieux qu'un jeu vendu en France. Euh, c'est assez compliqué. Mais au final, l'auteur sur un jeu il gagne. En plus, oui, le dernier truc c'est que tes droits d'auteur varient au fil du temps. C'est-à-dire si on dépasse je sais plus, c'est 30 ou 40 000. Mes droits augmentent et puis ils augmentent ensuite à 60 000, donc je parle d'exemplaires, hein. Mhm. Mais en même temps, voilà. Donc pour l'instant, je crois que je gagne en gros 1 euro par boîte sur une boîte à 40 euros. Sachant que C'est c'est pas très beaucoup. correct, c'est pas déconnant. Parce que en plus, je partage ces droits d'auteur Oui, avec les auteurs originaux, oui, même si le système a été vachement modifié. c'est vrai. Et ça se voit plus dans les enquêtes suivantes que dans la première. Ça commence à se voir dans la deuxième. Donc la mécanique a été beaucoup modifiée, mais il y a quand même écrit Sherlock Holmes, détective conseil sur la boîte, et finalement ça revient à payer une licence, quoi. Un petit peu, oui, ça revient à payer une licence, hein. Bon, ce qui peut être justifié, peut-être. Bon, c'est quand même un petit peu inspiré. Alors, Dame Je 51 trouve nous ça bien dit. que l'auteur original gagne de l'argent sur son jeu plutôt que de sortir un faux Sherlock Holmes, tu vois, et puis de rien donner à l'autre. Oui, Éthiquement, moi je préfère être dans cette tout à fait. situation-là plutôt que de devoir expliquer pourquoi je reverse rien à cette personne, tu vois. Moi, je Ah, me sens mieux dans cette situation-là. je pense que c'est raisonnable. Alors, Dame 51 et Damien Bonardel nous dit on voit beaucoup de jeux d'enquête qui intègrent les appareils numériques pour la réalité virtuelle ou le son. Est-ce que pour toi, ça va dans le bon sens? Hum, alors, ça va dans le bon sens si c'est bien fait. Genre, Unlock, l'application dans Unlock, pour moi, elle n'est pas du tout envahissante et C'est vrai. pourtant, elle est hyper présente. Et alors, je dis pas ça parce que c'est mon copain Cyril qui a fait le jeu et que c'est chez le même éditeur que mon autre jeu, mais typiquement, là, voilà, tu mets ton. Moi, je mets mon iPad, le truc fonctionne. De temps en temps, tu le prends, tu joues avec pour les mini-jeux. Mais en même temps, tu es vraiment concentré sur les cartes et pendant ce temps-là, tu as une musique d'ambiance qui sort de l'iPad, tu vois. Enfin, pour moi, il y a une vraie complémentarité entre les deux. Je sais pas si pour Arkham JCE, il y a des applications pour gérer ses persos Oui. et ses points et ainsi de suite, mais j'imagine que voilà, Alors, je si ça rectifie. prend pas toute la place et que tu as quand même tes cartes et que tu fais juste ta comptabilité avec ça au lieu d'avoir des jetons hein, où il n'y a même pas de jetons 2, c'est ça? Oui, alors l'appli sur Arkham, ça permet de gérer ton carnet de campagne, hein. C'est quand même assez Ah, utile et pas du tout envahissant parce que tu t'en sers assez peu quand même durant la partie, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Non, mais on a des jeux comme Chronicle of Crime, par exemple, où bon, tu passes ton temps à scanner des trucs. Pas ça. Là, c'est vraiment pour le coup très envahissant de mon point de vue, hein. Je donne mon ouais. opinion au passage aussi. Alors, j'y ai Hein. pas joué. J'ai joué à. Qu'est-ce que j'ai joué avec une appli encore? Euh, Bon, joué à Mansion of Madness, c'est ça? Et il y a une version Seigneur des Anneaux, aventure, Oui, jeu Aventure en Terre du d'aventure. Milieu, oui. Ouais, en Terre du Milieu. Aventure en Terre du Milieu, j'ai bien aimé. Mansion of Madness, bah, j'aimais pas le jeu, mais j'aimais les gens avec qui j'y jouais et l'application était pas envahissante non plus, était en bout de table. Elle nous disait quoi faire, mais c'est à peu près le même système que pour. Donc là, je trouve que ça marche bien. Donc je suis pas opposé par nature et puis enfin opposé par défaut en fait. Je Après, il y comprends. a des jeux où ça se passe moins bien, mais j'ai pas envie d'en parler. Mais où il y a des jeux avec des super idées qui sont mal traitées après. Enfin, Ça que peut. moi, j'ai pas aimé, mais je vais pas dire ce que c'est parce que je suis pas là pour pourrir des gens. Ah ben, on les pourrit pas, mais on a droit de pas aimer un jeu, hein. Ça, c'est vrai que c'est un peu tabou sur YouTube. On n'a pas aimé un jeu. On a le droit de pas aimer un jeu. Je n'ai pas aimé Chronicle of Ram, voilà. Et puis on a le droit de le dire parce qu'on a le droit d'exprimer une opinion. On n'est pas en Biélorussie, Ouais. hein. Ah non, mais non, mais moi, je vais pas, Bon, sans toi, avoir tu es auteur, discuté c'est un un petit peu. collègue un peu, hein. Je Ouais, voilà. comprends, non, mais il n'y a pas de souci, hein. Alors, Shinzu Noroshima nous dit pour l'immersion d'une partie, les deux accessoires qu'il faut rajouter, c'est une bonne bouteille de whisky et une playlist de jazz noir. Bah oui, peut-être pour jouer à ce jeu. Est-ce que toi, tu recommandes de jouer
jouer en solo ou de jouer à plusieurs sur Bureau of Investigation? Alors moi, je pense que c'est mieux à plusieurs, mais pas beaucoup. Genre 3 ou 4, c'est bien. De tous les playtests que j'ai fait, hein. Oui. À 2, ça... En fait, si tu baisses trop le nombre de joueurs ou si tu l'augmentes trop, tu augmentes le niveau de difficulté. C'est-à-dire, si tu te retrouves à un seul joueur, tu vas avoir un niveau de difficulté assez élevé parce que tu vas pas pouvoir te renvoyer la balle Oui. et discuter. Et si tu es à 8, parce que c'est censé pouvoir se jouer à 8, c'est vrai que ça peut se jouer à 8, mais à 8, tu as intérêt à avoir à la limite un maître de jeu qui ordonne la table, voire même des groupes de travail où tu vois, enfin, il faut avoir une Ouais, cohésion c'est de groupe trop, ouais. monstrueuse. Parce que celui qui a la bonne idée, dans les playtests, en général, c'est le plus timide. Quand les joueurs bloquent dans un coin, il y en a un d'entre eux qui a déjà donné la bonne solution et qui était le plus timide et qui s'est pas fait entendre. Et t'as un bavard qui a tout pris, qui a pris les rênes de la table et qui est pas forcément celui qui a les meilleures idées. Enfin, pas toujours. Parce que il joue pas tout seul. C'est comme quand tu joues tout seul, c'est plus dur. Et quand tu joues à beaucoup, tu te retrouves avec un mec qui joue tout seul et des gens qui l'assistent. T'as un Je effet comme comprends. ça, Et leader, qui est tu as, pénible. tu as abordé un point dans ta réponse, c'est au niveau des tests. Est-ce que c'est difficile de te faire tester un jeu comme ça? Donc on met à contribution ses amis, mais enfin bon, peut-être qu'on a vite fait le tour et puis qu'ils ont autre chose à faire. Là, j'ai vu sur la règle, c'est les Space Cowboys qui se sont chargés des tests. C'est quand même très difficile à tester un jeu comme ça parce qu'il ne faut pas que les joueurs soient bloqués, il ne faut pas que ce soit trop dur, il ne faut pas que ce soit trop facile. Ça prend combien faut faire de parties pour playtester l'un de tes scénarios, par exemple le deuxième, hein, le premier est un scénario un petit peu d'initiation. Euh, Euh, alors le premier, c'est celui qui a été le plus testé. oui, forcément. J'avais pas vu que c'était test Space Cowboy, je le vois pas sur le truc, mais À la fin ok. de la page des remerciements, c'est marqué playtest, test Space Cowboy, il me semble, si j'ai bien vu. D'accord. Non, je le vois pas. Ah, plan de la maison et sorcier, Space Cowboy. Bon, peu importe, on s'en fiche. Oui. Ils en ont fait, j'en ai fait. Euh, donc moi, alors oui, la question. Donc on a tous les deux fait des tests, Space Cowboy et moi, et la question c'était quoi? C'est est-ce que c'est difficile de faire des tests, c'est Est-ce ça? que c'est difficile et long? Alors oui. Euh, alors il y a certaines enquêtes qui ont besoin de plus de Alors, tests et d'autres je pas. t'interromps, c'est marqué relecture et correction. Je me suis dit, Ah, ça devait être un peu ça devait inclure les playtests, mais c'est pas sûr. Voilà, mise à d'accord. propos, je stoppe, je t'interromps plus, je t'en prie, Graille. Alors, déjà, trouver les testeurs. Donc, en fait, les testeurs, alors quand j'ai commencé à écrire le jeu, c'était bien, il n'y avait pas encore de... Le Covid n'était pas arrivé, et donc il y avait encore des conventions, et j'ai fait plein de... J'en ai fait un peu plus que d'habitude, et je me pointais même dans des conventions de jeux de rôle avec mon ordinateur, parce que les fichiers étaient sur ordinateur, ou des fois une version imprimée, et je faisais jouer le truc pour voir comment ça se passait, et s'il y avait des gameplays émergents qui étaient intéressants. Le test, en fait, a deux intérêts principaux. Le premier, c'est, enfin pour moi, je donne pas une leçon aux gens, mais ce que moi j'en retire, le premier, c'est de voir si ce que tu as fait fonctionne. Mais en général, tu as une bonne idée. Alors après, là, trois intérêts. Voir si ça fonctionne, calibrer certains trucs. Là, pour le truc que j'ai le plus calibré avec des tests, c'était le nombre de pistes. C'est-à-dire systématiquement, je prenais un nombre de pistes au pif pour la première fois. Et enfin, au pif, plus ou moins au pif. Et puis je leur disais, OK, vous le faites en 12 pistes. Et puis je voyais si les gens y arrivaient, combien il fallait en rajouter pour qu'ils y arrivent. Et la fois suivante, ben, si leur il fallait plus, je mettais un peu plus. Et ça, tu le calibres en testant. Parce que le but, c'était pas de faire un... C'était que ça soit trouvable par la plupart des gens qui jouent à ce jeu. Sachant que la plupart des gens qui jouent à ce jeu étaient soit des gens donc, qui testaient, il y a une majorité quand même de gens qui étaient soit des rôlistes, soit des gens qui aimaient Sherlock Holmes et les jeux d'enquête dans mes testeurs. Il y avait aussi des gens qui ne jouaient jamais à ces jeux-là, qui étaient aussi très intéressants. Donc, premier intérêt, c'était calibrer ça. Deuxième intérêt, c'est voir si ton enquête fonctionne et si, par exemple, ton énigme principale n'est pas vraiment trop facile. Donc, en fait, elle est jamais trop facile.
Euh, C'est-à-dire, tu vas, toi, quand tu écris ton truc, finalement, tu dis, ouais, c'est super simple, quoi. Il faut faire ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Et quand tu as les gens qui jouent et qui sont noyés dans le texte, etc., c'est autre chose. Il y avait c'est un test aussi, donc ça, c'est pour valider, en fait, ce que tu as déjà fait. De la même façon, il y avait autre chose à valider. Oui, tes textes, valider tes textes, c'est-à-dire quand tu les lis à des personnes, c'est pas la même façon, c'est pas la même chose que quand tu les écris. C'est-à-dire les textes au début étaient vachement plus empoulés avec des subordonnées relatives dans tous les sens. Et ça a été quand même nettoyé parce que quand tu le lisais à haute voix, c'était même toi auteur du truc, quand tu le lisais à haute voix, c'était difficile. Alors à l'époque, ça simulait du texte de Lovecraft, mais ça a été quand même épuré. C'est pas Et facile d'imiter Lovecraft, hein, c'est super dur. C'est très bien mais écrit, je me permets au c'est- passage. merci. Alors j'ai de très bons correcteurs, on va dire. Et donc il y avait ça, le test des textes. Et puis un petit peu le test des énigmes, voir si les gens arrivaient à les trouver, si elles n'étaient pas trop faciles, ce genre de choses. Et finalement, ça je tombais pas trop mal. Donc ça, c'est le deuxième truc. Qu'est-ce qu'on fait aussi pendant les tests? Donc le temps, la validation. Ah oui, le gameplay émergent. Le gameplay émergent, c'est que tu vas voir peut-être certains joueurs faire certaines choses ça va être intéressant. Et du coup, tu vas les retravailler pour qu'elles reviennent systématiquement. Alors c'est quelque chose qui se fait surtout pour moi quand tu écris du jeu de rôle, où tu vas voir que les joueurs ont tel type d'émotion et tu dis, ah mais ça c'était bien, je veux que cette émotion soit là tout le temps. Tu cherches le déclencheur et tu vas essayer de le remettre. Parce que il y a autre chose aussi, c'est que finalement, BOIS, plus qu'un jeu d'enquête ou même un jeu narratif, comme j'ai pu le dire ailleurs, en fait, ça c'est un truc que je pensais ce matin sous ma douche, c'est un jeu de... Mince, et ben voilà, je sais plus, peu importe. Euh, c'est un jeu d'ambiance. C'est-à-dire que le but du jeu, le but des enquêtes, c'est aussi de te mettre dans des ambiances. Typiquement, la première, en fait, il y a des gens qui disent, ouais, mais les preuves sont pas concrètes, etc. Pour résoudre l'enquête, c'est pas A a fait B, donc B a vu C, et donc tu vas avoir en D, et donc c'est E, et donc la solution, le coupable, c'est un tel. C'est un jeu qui est basé sur la réalité des enquêtes dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des faisceaux d'indices. Donc en fait, tu peux pas avoir A, donc B, donc C, donc D dans le premier scénario, parce qu'en fait, tu as tout un tas d'éléments qui sont isolés et qui vont Oui. balancer un truc. Et ça, il faut que tu le testes pour voir si les joueurs passent le truc ou pas. Et le test est bon. Et les gameplays émergents, alors tu en as certains qui émergent après que le jeu soit sorti. Typiquement, la rejouabilité, comme toutes les enquêtes ont été jouées en one shot, tu pouvais pas tester si ça se rejouait. Et quand le jeu est sorti, je me suis aperçu qu'à partir du moment où tu ne lisais pas le paragraphe solution, tu pouvais enchaîner une deuxième partie, peut-être le week-end suivant ou de suite même, sur la même enquête pour explorer des pistes que tu n'avais pas pu explorer. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que je n'avais pas du tout visualisé parce qu'à aucun moment dans mes tests, j'ai fait des parties où, OK, on va enchaîner les cinq enquêtes de la boîte ou on va enchaîner deux, trois parties. C'était toujours des parties isolées. Donc ça, c'est un exemple de gameplay émergent que j'aurais pu voir si mes tests avaient été plus complets. Et du coup, dans les règles, et je pense que ça sera écrit quand ça sera réimprimé, dans les règles, il y aura écrit, attention, ne lisez pas le paragraphe solution. Si vous ne le lisez pas, ça vous permet de faire ça. Si vous le lisez, vous ne pourrez pas rejouer l'enquête. Et voilà, ça c'est pour définir un peu ce que j'appelle le gameplay émergent. Et pour moi, c'est le plus important et le plus intéressant dans les tests. Et après, au niveau du nombre de tests, donc la première a été énormément testée parce que j'ai essayé énormément de choses dessus. Elle a évolué dans sa structure, etc. Les suivantes ont été testées, mais déjà beaucoup moins parce que si les gens arrivaient à résoudre, c'était suffisant. Et puis voilà, il n'y avait pas besoin de plus. Après, le travail se fait sous Excel ou sur des outils spécifiques pour voir que toutes tes pistes mènent au bon endroit, qu'il n'y a pas de chemin mort et de choses comme ça. Et tu en as certaines, celle de la grosse enveloppe, en fait, elle est hyper structurée. Celle-là, pour la peine, c'est du A, donc B, donc C, et ce genre de type de résolution. Donc, une fois que tu as tout ton chemin et que tu sais exactement comment ça se résout et que tu arrives à le résoudre tout seul en reprenant tous les éléments, La tu grosse sais que ça enveloppe. marche. Le seul test, celle-là, elle a été testée. En plus, celle-là, il y avait des illustrations, donc il fallait voir si les gens trouvaient les indices
qui sont sur certaines illustrations. Donc celle-là, typiquement, elle a été testée une fois, mais par quelqu'un qui a réussi à la résoudre et qui avait tout le processus de pensée correct. On peut même montrer ce qu'il y a dedans. Hein. Ça ne spoil pas puisqu'on a tout au départ. Et donc sur celle-là, il y a eu un playtest finalement. À partir du moment où une personne réussit à la résoudre, à résoudre l'enquête et la résout correctement, ça marche. En plus, il a réussi à trouver des indices là où il n'y en avait pas, mais du coup, ça montrait que tout était bien imbriqué. Je vais Donc, tout faire tomber. Je vais pas trop montrer parce que je vais tout faire tomber. ouais. Mais il y a du matos. Il y a du matos. C'est très complet. Je feuillette là. Ça m'a l'air super intéressant. Je vais pas tout montrer. Alors, Philcas nous disait, quand on fait tester à ses camarades, est-ce qu'il te disait c'est super, t'es le meilleur et de toute façon, il n'y a rien à modifier, ou alors est-ce qu'ils étaient critiques comme il faut? Alors en fait, j'ai pas d'amis. Euh, Bon. donc j'en ai deux, trois que je revois à Noël de temps en temps. Donc du coup, je fais tester essentiellement à des inconnus. Et Ah oui, alors, c'est mieux, oui. quand je fais tester, il y a deux choses qui sont importantes. Euh, la première, c'est de ne pas contredire le testeur. En gros, si le testeur dit ben moi j'ai pas aimé parce que le texte était écrit en police 12, hein. Oui. Faut pas lui dire ouais mais j'ai essayé la police 14 et c'était trop gros et j'ai essayé la Ah, police 10 et c'était trop petit. ça, Tu je dis ah comprends. bon d'accord et et en quoi ça t'a gêné? Et puis le gars te dit en quoi ça l'a gêné. Et même si toi avant tu as eu le même problème et que tu es passé par plusieurs étapes et que tu as trouvé que finalement celui qui donnait le moins de problèmes c'était celui-là, faut pas lui expliquer. En fait, faut s'intéresser à ce qu'il te dit et ensuite lui demander les points suivants. Parce que si ça se trouve, ton testeur il va être intéressant au bout de trois ou quatre remarques. C'est peut-être la quatrième remarque qui sera bien. Si tu défends ton jeu, si tu défends tes choix et si tu expliques pourquoi tu as fait ça, et c'est ce que font souvent les gens, je le vois quand je vais jouer à des prototypes dans des conventions, des choses comme ça, et que je veux qu'on me demande mon avis, je commence à donner mon avis, et en face, tu as souvent ce barrage que j'ai eu moi aussi sur mes premiers playtests de mes premiers jeux, où le gars, il défend son jeu. Sauf qu'en fait, il n'est pas là pour défendre son jeu. Il va pas te le vendre aujourd'hui. T'es pas un éditeur, tu vas pas le lui acheter, ni un consommateur. T'es juste un gars qui est venu pour participer au test et c'est pas dans son intérêt de te vendre le jeu. Son intérêt, c'est de savoir ce qui va pas, de trouver éventuellement des choses qui vont et qui pourraient être améliorées, et ainsi de suite. Donc ça, le premier point, voilà, c'est que tu défends pas ton jeu et t'écoutes ce qu'on te dit et tu provoques d'autres trucs. Et la deuxième chose, c'est les gens ont souvent du mal à te dire ce qu'ils n'ont pas aimé parce qu'ils veulent pas te vexer, même si c'est pas tes amis. Et donc il faut les pousser dans ce sens éventuellement. C'est-à-dire qu'au lieu de leur demander alors qu'est-ce que vous avez pensé du jeu, tu leur demandes quel est le truc que tu as préféré et le truc que tu as le moins aimé. Voilà. Oui. C'est pas le Plus truc que tu n'as diplomate. pas aimé, c'est le truc que tu as le moins aimé. Et du coup, là, tu vas avoir des choses intéressantes. Et enfin, le dernier truc, c'est que la vraie information que tu retires de ton test, que ce soit sur les jeux sur lesquels je travaille, c'est pas du tout celle qui aura l'échange à la fin. C'est celle qui est dans la partie. Tu vois comment les gars évoluent, tu vois sur quoi ils butent. Euh, tu vois comment ils jouent, tu vois quels sont leurs modes de réflexion, tu regardes la dynamique de la table, tu vois s'il y en a qui s'ennuient. Et là, c'est là que tu récupères vraiment de l'information. Donc, que ce soit tes amis ou des inconnus, tu vas avoir à peu près la même info. Après, oui, effectivement, il ne faut pas faire des tests qu'avec ses amis. Mais il faut en Ok. avoir pour ça. Ok. Alors, écoute, on arrive au bout de cette vidéo parce qu'il est bientôt midi et puis on va perdre pas mal de monde si on dépasse trop long. Je confirme, hein, Greg, tu es assez bavard. Euh, on est d'accord. Alors, si vous avez des questions, vous qui êtes sur le chat, des questions à poser à un auteur, des choses à laquelle je n'ai pas pensé sur la création d'un jeu, moi je sais que j'y ai pensé. À un moment donné, moi, l'argot, je me dis, mais c'est pas possible, j'arriverai jamais au bout. Alors, parce que c'est long, faut de l'énergie, faut se retester. Enfin, c'est l'enfer pour moi, la création d'un jeu. Et puis parfois, toi, tu as la chance, ça a du succès, mais ton jeu, il reste 15 jours sur les étals. Et puis, comme tu l'as dit au début de la vidéo, les gens sont déjà passés à autre chose parce qu'il y a tellement de sorties que ça peut être extrêmement frustrant. Donc là, tu as la chance d'arriver sur une licence
qui est éprouvé. Et à mon avis, ton jeu va marcher dans la durée. Il va avoir de l'endurance. Pour moi, ça ne fait aucun doute parce qu'il est de bonne qualité et on peut le ressortir dans plusieurs années. Mais je me suis dit, je ne vais pas attaquer ce truc-là. Donc, je ne vais pas reprendre ce que tu as dit sur l'interview de Linou. Je mettrai tous les liens des vidéos que tu as fait, un monde du jeu, Trick Track et puis Linou, sur la montagne, hein, savoir faire un jeu, t'es super motivé au début, tu galopes, et puis tu t'épuises vite, t'en as marre, tu veux arrêter, tu t'accroches, et puis quand tu es au haut de la montagne, c'est l'objectif ultime, tu y es arrivé. Est-ce que cette expérience-là va te donner envie de produire un autre jeu ou de faire une extension pourquoi pas les deux. Et Dame51 nous demande, dans un futur proche, quel jeu te donne envie d'essayer. Donc tu vois là déjà, Dame51, il est déjà dans la nouveauté. On n'a même pas fini, Bureau of Investigation. Et puis, qu'est-ce qu'on doit acheter dans les semaines qui viennent, hein, j'en parle sur toutes mes vidéos, il y a des ressorts psychologiques là-dedans. On est un petit peu dans la nouveauté. Donc, deux questions en une pour en terminer par là. Et puis, je te laisserai le mot de la fin, bien entendu, Grégory. Alors, du coup, la première, c'est quoi? Eh bien, la première... Alors, une fois que tu es en haut de la montagne, après, il faut redescendre. Hein. C'est là que c'est le plus dur. C'est pas là que c'est le plus dur, mais c'est là que c'est le plus dangereux parce que ça glisse, ça descend et t'es fatigué. Et après, c'est dans la voiture que tu es content et que tu dis que tu vas recommencer. Donc voilà. Le deuxième truc, donc par rapport alors je sais pas si j'ai répondu à ta première question, je l'ai à moitié oublié. Par contre, je vais répondre à l'autre. C'était dans un futur proche, quel jeu te donne envie d'essayer? Oui. Horror Arkham, là, tu vois. Alors, c'est pas forcément une toute nouvelle sortie, mais voilà, là, pour la peine, j'ai vraiment envie de me lancer dedans. Alors, je parle en tant que joueur. Hein. Je pense que la question, c'était en tant que joueur plutôt qu'en tant qu'auteur. Oui. Donc, il y a Horror Arkham. Et puis, alors, il y a Marvel United que j'ai chopé parce que pour y jouer avec mon fils, donc c'est un autre niveau de jeu. Ça a l'air, c'est beaucoup plus simple. Et il y a Virtu aussi que j'ai acheté il y a pas longtemps. Alors, c'est pas une sortie de l'instant, mais c'est une sortie récente quand même. C'est très Ça récent. me donne très envie. Donc on est dans des jeux assez différents. Et je viens juste de jouer il y a quelques jours au Tyran de l'Ombre-Terre. J'aime beaucoup tout ce qui est deck building. Et là, j'ai envie de continuer à jouer à ça. Et puis voilà, c'est le genre de jeu auquel je joue. Après, pendant la période d'écriture, on parlait d'Unlock. C'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué, à part les petits jeux d'apéro et les choses comme ça. Ouais, Unlock, hein, c'est quelque chose. Parce que j'y jouais avec ma fille ou avec certains amis et que c'était facile et que ça demandait pas un grand travail de préparation. Tu vois, tu le sors, tu joues, tu t'amuses et c'était suffisamment différent du Les tout. Tyrans de l'Ombre-Terre, vous avez la publicité sur le dernier stream Trick Track, enfin sur le dernier show Trick Track. Apparemment, Guillaume a beaucoup aimé aussi, ainsi qu'un certain nombre d'autres joueurs. La chaîne Je Découvre, Mus, etc. Donc ça a l'air sympa. Alors ma première question, est-ce que vraiment là tu vas t'attaquer à une extension et ou à un autre jeu? Ou alors c'est bon, tu prends 2 ans de vacances? Alors l'extension, enfin une deuxième boîte, elle est déjà attaquée depuis longtemps. Je peux m'y mettre demain à partir du moment où l'éditeur me dit vas-y, mais je vais pas m'y mettre forcément avant, sauf si j'ai un moment où j'ai rien d'autre à faire. Auquel cas je pourrais éventuellement la faire pour lui envoyer et puis pour lui forcer un peu la main, mais encore une fois, je suis pas un commercial. Enfin, encore une fois, je crois pas l'avoir dit, mais voilà, j'ai eu la chance à chaque fois de recevoir des commandes ou des choses comme ça, et je suis plus du genre à faire ce qu'on me demande et à le faire à ma façon après, que à proposer des choses à un éditeur. Et j'ai cette chance. Et puis j'ai un vrai boulot à côté, enfin un vrai boulot entre guillemets, mais qui me permet de me nourrir, de me vêtir et de dormir sous un toit. C'est important. Non, mais du coup, j'ai pas forcément besoin de l'argent du jeu. C'est un plus, c'est bien, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Après, le côté, c'est plus de faire le beau sur des chaînes YouTube, tu vois. C'est ça ma motivation. Très bien. Passer sur Arkham Adventure. Peut-être qu'on pourra faire une partie d'Horror Arkham JC ensemble parce qu'on s'est aperçu, alors je ne dis pas de secret, c'est sur ta page Facebook, tu es du côté de Rochefort, c'est dans le 17, et je ne suis pas très très loin. Il fait beau là en Charente,
Ça va? Ouais, là, il faisait soleil, il y avait un peu de Bon. givre ce matin, mais il fait un super beau temps. Et oui, à la limite, ça pourrait être. Peut-être qu'on pourrait refaire mes premières enquêtes ensemble, comme ça, Eh ben, j'aurais pas besoin de si lire je ce peux te fameux donner un bouquin petit de cours règles. sur, je me permets de, parce que j'ai une certaine expérience, un petit cours sur Arkham JS, ça sera un grand plaisir. Un grand plaisir, Greg. Rochefort, une super ville, hein. Moi, j'adore les Charentes. Enfin bref, on va pas passer sur un autre sujet. J'ai une question de Damien Modardil qui nous dit: l'appel de Cthulhu jeu de rôle a une extension Les Années Folles qui permet d'incarner des investigateurs français. Peut-on espérer une version de Bureau of Investigation qui se déroule en France, type Brigade du Tigre? Alors, si je fais une deuxième boîte, il y a un des scénarios que j'ai prévu pour la deuxième boîte où tu commences, alors qui sera pas jouable, enfin, s'il sera jouable en solo, mais il sera aussi jouable en 3 groupes. Et en fait, tu auras un groupe de joueurs qui seront membres du BOI. Un groupe de joueurs, alors un groupe de joueurs, ça peut être un groupe de 1, hein. C'était à 3 Oui. personnes. Chacun prend un livret et joue en même temps ce livret. Ou alors, si tu joues seul, bah, tu joueras les livrets dans l'ordre que tu veux. Et une fois que tous Ah, les c'est trois moins bien. livrets sont arrivés au même endroit, on prend le quatrième livret. Ah, Et donc, c'est comme le dernier scénario d'Horror Arkham JCE, les machinations du temps. Il vaut mieux le ouais. jouer à 3 groupes et c'est pas marqué sur la boîte comme c'est marqué en solo et ça c'est pas super. Très très bonne idée, Greg, hein, ça. Hein. Et donc, justement, tu avais donc les 3 groupes. Tu as un groupe du BOI, un groupe des services secrets russes. Alors, je suis pas sûr que ce soit déjà le KGB. Moi, j'ai mis KGB dans mon truc de travail, mais il faudra que je regarde par rapport à la date. Et les Brigades du Tigre. Ça, c'est sur la version originale. Sauf que plus ça va, plus je pense à déplacer la deuxième boîte 20 ans plus tard, dans les années 50, pour avoir un autre contexte, etc. Parce que la prohibition, c'est pénible. Les gens, tu es obligé de les faire picoler, mais en cachette. Mais en même temps, c'est les gens du BOI qui sont à côté. Puis le gars, il boit dans sa flasque d'alcool. Donc tu dis, oula, c'est bizarre. Et j'ai envie d'explorer une autre époque. Donc ça, et peut-être que tu seras plus dans le BOI, mais dans la CIA, et que du coup tu voyageras parce que justement il y a ce type d'aventure. Auquel cas, ça serait plus les Brigades du Tigre, mais ça serait des Français quand même, services secrets français des services secrets français des années 50. Donc, donc C'est en oui, projet. Hein, plus oui, mais ouais. c'était prévu. Mais alors, est-ce que ça sera vraiment les Brigades du Tigre? C'est pas certain. Pom, pom, Mhm. pom, pom. Mais voilà, c'est. Berlin, nous dit Phil Cass, ouais, il y a un livret sur Berlin qui est sorti sur l'appel de Cthulhu, qui a eu pas mal de succès. Bon, le problème, c'est qu'on peut pas tout faire. Moi, j'aimerais bien jouer à l'appel de Cthulhu, mais bon, c'est très gourmand en temps, quoi. Hein. C'est clair et net. Hein. Et c'est pour ça que je joue à Arkham JCE. Bah, c'est parce que Arkham JCE et Bureau of Investigation, c'est parce que bah, voilà, on peut limiter à une soirée et c'est très, très, très sympa. Hein. Donc, moi, j'ai joué les 2 premiers scénarios. Les prochains seront joués à 4 ou 5 joueurs. Je mettrai une petite vidéo quand j'aurai joué les 5 enquêtes. Greg, on a abordé le sujet, faut-il révéler la solution en ligne ou non? Je précise que les enquêtes sont sur le filmage des enquêtes sont sur la version membre, bah parce que faut pas divulguer la solution. On en a un peu discuté pas mal un soir, Greg. C'est vrai que maintenant on trouve tout sur Internet et c'est un petit peu un problème. Ouais. Mais je pense que pour passer directement à la conclusion, le consommateur s'auto-censure, c'est-à-dire que la personne qui se dit ce jeu-là m'intéresse, je vais pas l'acheter, n'ira pas voir de toute façon les vidéos parce qu'il sait que s'il voit les vidéos, il ne voudra pas l'acheter. Il y a plein de jeux qui sont comme ça, Tintin Grêle, tous les jeux d'aventure, si tu vas voir une vidéo dessus, c'est plus la peine d'acheter le jeu. Mais moi, quand je veux acheter une boîte, je vais pas voir du tout les vidéos. Et maintenant, c'est passé dans les us et coutumes, je pense. Le consommateur s'auto-censure de lui-même. Hein, je Après, tu vois, pense. moi, il y a la boîte 1 de Suspect, par exemple. Ça m'intéressait pas a priori. Je m'étais même pas intéressé à la mécanique du jeu. Alors ça n'a rien à voir avec YouTube et avec ce truc-là, mais du coup, j'ai joué la première enquête chez un copain. Et j'ai trouvé ça génial. Il y a 3 enquêtes dans la boîte et j'ai pas acheté la boîte pour jouer les 2 autres. Alors il y a d'autres boîtes qui sont sorties depuis là et que je vais probablement acheter pour les jouer. C'est un jeu d'enquête similaire au mien et qui est très bien aussi dans une autre Ouais. ambiance, qui est bien écrit. Enfin, la première enquête que j'ai jouée de la première boîte était super bien écrite. Mais tu vois, du coup,
je me dis, tiens, Bureau of Investigation, moi ça m'intéresse pas, mais je vais regarder quand même une vidéo pour voir comment ça marche. Ben, si la vidéo c'est la démo, ça me donne une idée du jeu. Si c'est la première aventure, est-ce que je vais acheter une boîte à 40 balles alors que j'ai déjà mangé un cinquième de ce que j'aurais pu avoir pour jouer le reste? Donc est-ce que je m'en prive? Guillaume Est-ce que je Montiage, regarde c'est pour ça? vidéo? Hein? Guillaume Montiage, l'auteur du jeu Suspect? Oui, je crois que c'est. Et je pense qu'ils sont deux, hein, non? D'accord. Bah, il y en a qu'un seul sur Il la y a boîte, en Guillaume tout cas. Montage et il y a que ça sur la photo là, juste après, en dessous, c'est dans le bandeau noir? Non. Ah ben non, il y a que c'est déjà très bien. Oui, c'est un jeu de Guillaume. Donc D'accord. voilà, celle-là, la boîte 1, la première enquête, elle est vraiment chouette. C'est-à-dire, tu as des PNJ où tu comprends, tu vois, tu as des trucs qui sont au second degré, enfin on va pas te dire la femme de chambre est jalouse de la cuisinière. C'est plutôt la femme de chambre qui va te dire ben moi j'apprécie beaucoup la cuisinière, même si enfin bon passons. Et tu vois, et là tu vas comprendre qu'il y a un problème. Et puis la cuisinière va te dire autre chose. Et tu vois, il y a Mhm. quelque chose comme ça de guessing qui est très bien fait. Mais après c'est une forme de Sherlock avec des cartes, sauf que là dans ce jeu-là tu lis toutes les pistes. D'accord. Et au lieu d'avoir un nombre de pistes ou d'essayer d'en faire le moins possible, c'est t'essayes de deviner le plus tôt possible. C'est ça la mécanique qui fait que, en gros, si tu trouves dès le début, avant d'avoir tout lu, eh ben, tu gagnes plus de points que si tu D'accord. trouves vraiment la solution après avoir tout lu. Donc la mécanique est assez intelligente. La mécanique est intelligente et les textes sont bons. Donc je conseille celle que j'ai jouée, en tout cas la première de la boîte 1. Mais D'accord. du coup, je vais acheter la boîte 2 parce que la boîte 1, Je pense que je vais l'acheter aussi. Bon, déjà, tu as fait vendre quelques boîtes à ton copain, donc c'est alors bien. je ne connais pas Ouais, en vrai, hein, je ouais, crois pas. d'accord. Ah Enfin, ouais, si on d'accord. s'est rencontrés, je lui demande pardon parce que j'ai du mal avec les noms prénoms, mais Ah. Alors, on arrive au bout de cette vidéo. On va prendre une dernière ou deux dernières questions si, s'il y en a. Mais je vais te laisser le mot de la fin, Greg, si tu as ah quelque chose mince. à ajouter à cette petite vidéo. Le rendez-vous est pris, hein, si on peut faire une petite formation Horror Arkham JCE, parce que figure-toi qu'on a besoin d'une formation sur Horror Mm. Arkham JCE, à l'inverse de ton jeu. Hein, ça, c'est clair et Ouais. net, où c'est vraiment, je me répète, hein, mais c'est vraiment super cool. On déballe, on joue direct. Il n'y a pas de Mm. règles, on commence à lire. C'est à la frontière du jeu de rôle et du jeu de plateau. Et bon, moi j'ai joué à deux, j'ai trouvé ça super cool et franchement, c'est recommandé par la chaîne. On était obligé de le tester en plus parce que bah, nous, tout ce qui est immersion et narratif et qui parle d'Arkham, eh bien, ça nous intéresse sur la modeste chaîne Horror Arkham Adventure TV. As-tu quelque chose à ajouter, Greg, en ce dimanche matin ensoleillé? Alors, super vite, là, ce que j'ai déjà dit, ne lisez pas la solution Ah des oui. enquêtes Oui. si vous n'avez pas fait le max de points ou qu'il y a des endroits où vous êtes privé d'y aller. Vous pouvez rejouer l'enquête. Donc ça, c'est cool, c'est pas dans les règles. Je m'en suis aperçu après la sortie du jeu. Donc ça, c'est super important. Le deuxième truc important sur le jeu, c'est ne trichez pas avec le nombre de pistes parce qu'il y a au moins une des enquêtes sur laquelle vous allez faire bugger l'enquête si vous n'utilisez pas exactement le nombre de pistes qu'on vous donne. Mhm. Voilà. Et puis si vous avez des questions sur le jeu, faut pas hésiter à venir, me contacter sur Facebook. Pour Ouais. l'instant, Grégory Privat, j'ai un il est nombre de facile à demandes trouver. suffisamment intéressant. Et si vous n'aimez pas la première enquête et que vous n'aimez pas la deuxième enquête et que vous n'aimez pas la troisième et que vous n'aimez pas la quatrième, peut-être que la cinquième vous plaira. En fait, toutes les enquêtes sont hyper différentes et alors et il est possible que vous n'en aimiez pas certaines ou que vous en préfériez d'autres. Et c'est normal, mais laissez une chance à toutes les enquêtes, parce qu'il est fort probable que vous en aimerez au moins une, voire plusieurs. J'espère plusieurs, et voilà. Et surtout, merci, finir, à toi de m'avoir invité. C'était sympa, et puis les questions changeaient d'habitude, même si je pouvais pas forcément répondre à tout. Et c'était très agréable, et à Bah, bientôt pour jouer à Arkham.
Eh ben c'est très très gentil. Merci à toi d'avoir consacré un peu de temps. Alors là, je vois que le nombre de spectateurs est en chute libre. On a été une petite quinzaine aujourd'hui. Et puis bah, là, on arrive à midi et demi. La famille appelle pour le déjeuner. C'est dimanche et on va vous rendre des activités normales. C'était un grand plaisir de discuter avec toi, Greg. Bah, je te remercie aussi d'avoir pris le temps, d'avoir consacré quelques minutes à la modeste chaîne Arkham Adventure TV. C'est très très cool. Après avoir été sur des grosses chaînes hein, qui sont Trick Track et puis un monde de jeux, etc. C'est bien aussi de se consacrer aux petits et j'apprécie. Hein. Euh, je vous salue tous, vous qui étiez là sur le chat. Merci d'avoir participé, Phil, Dame, et puis tous ceux qui ont laissé un message, qui ont pris le temps. Patrick, on souhaite bon rétablissement à Patrick Richardin, bien sûr, hein, Lapinou, Neuroshima, vous qui avez été présents, j'apprécie toujours lorsqu'on est un certain nombre. Alors, si vous avez des remarques sur le format du live, à savoir que vous préférez le soir plutôt que le dimanche matin, n'hésitez pas à le dire. Et en plus, on a Philcast qui est souvent aussi disponible le dimanche matin. On ne veut pas se télescoper. Ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Greg, je te souhaite un bon dimanche. Merci à toi aussi Hein et à vous tous. Voilà, c'est fait. Je vais stopper là la diffusion et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne.